Jean Duchazot, vous êtes déjà bien connu de nos auditeurs. Lors de votre dernière intervention en octobre au Journal des Sciences de David Mascret, vous avez expliqué de façon très détaillée le rôle capital des 4 principales glandes endocrines, l'hypophyse, la thyroïde, la surrénale et la génitale interstitielle, leurs prérogatives, leurs influences et les conséquences dans notre vie de tous les jours de leur dysfonctionnement, comportement privé et social, santé physique et mentale, plus ou moins déréglée, sommeil et sexualité aussi qui ne seraient pas parfaits. Alors, il y a une chose tout de suite qui m'a surpris en lisant la 4e de couverture de votre dernier livre, Ces glandes qui nous gouvernent, c'est que vous attribuez aux glandes un rôle, disons, aussi prépondérant, aussi majeur qu'au cerveau. En substance, vous dites que le cerveau n'est pas le seul ordinateur, le seul moteur qui règle nos comportements, mais que les glandes jouent également un rôle capital. Alors ça, j'avoue que pour le profane que je suis, et j'imagine pour beaucoup de nos auditeurs, de penser que ça n'est pas le cerveau qui gouverne toute la machine humaine, c'est quelque chose d'assez surprenant. Je vous écoute. Alors d'abord, je voulais et surtout expliquer que la psychologie, évidemment, le fait d'aborder la psychologie à travers le corps et à travers les fonctionnements endocriniens peut paraître curieux. Me dire psychologue et m'occuper surtout de l'influence des glandes sur le comportement et sur la psyché peut paraître évidemment étonnant. Alors effectivement, je suis psychologue de formation, mais je suis en fait l'héritier de ce fameux docteur Jean Gauthier qui a travaillé énormément la question de l'influence des glandes sur notre comportement et sur notre intelligence et sur nos aptitudes. Donc la psychologie que je développe en réalité est une psychologie certes, mais qui se fonde, et ce qui n'est pas l'habitude des psychologues en général, sur les conditionnements du corps lui-même. On ne peut pas imaginer, je vais répondre tout de même précisément je pense, mais d'abord en préambule, imaginer que le corps, enfin plutôt que l'esprit, la psychologie, puisse être désincarné, nous le savons tous, simplement elle est de fait désincarnée par le fait que nous ne connaissons pas réellement les articulations entre l'esprit, la psyché, et le corps. Il a fallu donc recourir à des stratagèmes ou à des artifices, c'est ce que j'appelle cela. Ainsi, ce n'est pas le cerveau qui est le modus vivendi de notre comportement. Et j'arrive à votre question. Le docteur Jean Gauthier, dont je me réclame, évidemment je ne suis qu'un héritier, a montré l'impact énorme des glandes endocrines sur le comportement. Alors, il a montré que ces glandes endocrines étaient premières. Il l'a montré par d'abord l'antériorité de fonctionnement. Dans le fœtus, on sait qu'elle commence à être formée d'abord avant le cerveau. Enfin, on ne doit pas rentrer dans les détails, évidemment, de cette démonstration. Simplement, le cerveau ne peut pas être, si vous voulez, l'organe déterminant. Et ça, c'est le côté philosophique de la question. Ça soulève bien des questions, effectivement, et bien des réflexions, cette affirmation. Exactement. Mais alors, le cerveau ne peut pas être, ni d'ailleurs les glandes, le primum movens de nos comportements. Pourquoi ? Parce que si ce sont les glandes ou bien le cerveau qui nous dirigent, comme on pense habituellement, que c'est le cerveau qui est à l'origine de nos comportements et de notre intelligence, à ce moment-là, que devient la liberté humaine ? Si donc c'est le corps qui dirige, enfin, qui est le fondement même de nos comportements, on ne peut pas affirmer que nous restons libres. Il faut donc dire simplement que la liberté est le propre, bien sûr, le propre de l'âme. Le propre, c'est spirituel. La liberté est quelque chose qui est propre à l'esprit. Mais voilà, c'est que cette liberté qui est libre, qui est le fait de l'âme humaine, qui est libre, va passer nécessairement par le corps, puisque, et c'est ce que je développe dans un de mes bouquins, il y a une alliance nécessaire entre l'un et l'autre, et qu'on ne peut pas opérer, avoir des facultés supérieures sans que le corps soit impliqué. Nous le savons, il suffit de considérer les dépressifs ou les psychiatriques qui ont perdu leur liberté par le fait même que le corps n'est plus l'instrument adéquat, l'instrument harmonieux de leurs opérations mentales. Et le corps se montre bien là comme vraiment la condition d'exercice de nos opérations mentales.
Et voilà. Alors là, une question annexe, si vous le permettez. À quelle époque, précisément, se situent les travaux du docteur Jean Gaultier? Alors, l'auteur Jean Gaultier a surtout travaillé avant la guerre, mais après la guerre aussi. En fait, la charnière avant la guerre, il a commencé vraiment ses travaux les plus importants et il les a continués après la guerre jusque pratiquement avant sa mort, jusqu'à sa mort pratiquement. Enfin, il est mort en 68. On peut dire que ses derniers ouvrages, son dernier ouvrage, date de 1962 en fait. D'accord. Alors, comme on l'a dit, il ne s'agit pas aujourd'hui de refaire l'excellente émission que vous aviez faite avec David Mascret, mais de bien comprendre pourquoi les glandes endocrines doivent fonctionner régulièrement, mais aussi, et peut-être surtout, en harmonie entre elles. Vous insistez beaucoup dans vos ouvrages, dont nous reparlerons bien sûr, sur le rôle majeur de la thyroïde et de la génitale interstitielle. Cette dernière n'est-elle pas la clé de l'équilibre endocrinien? Et en quoi sa bonne santé est-elle déterminante pour le bon fonctionnement des autres glandes endocrines, et donc non seulement du corps tout entier, mais aussi de l'esprit? Alors là, pardonnez-moi, je vais vous poser une question de profane. La thyroïde, je connais un peu, peut-être nos auditeurs connaissent un peu, mais ce que vous appelez la génitale interstitielle. Alors oui, évidemment, c'est un chapitre très important, dit l'auteur Jean Gaultier. C'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est vaste, mais on va essayer d'être concis et rapide quand même. L'auteur Jean Gaultier a montré que la glande génitale était inconnue d'abord, parce qu'on considère officiellement que la glande génitale est la glande qui nous permet de nous reproduire. Il y a dans la glande génitale, effectivement, les éléments de la génération. Mais voilà, nous savons en anatomie et en physiologie qu'il y a en réalité deux parties dans la glande génitale, que ce soit chez l'homme ou que ce soit chez la femme. Il y a deux parties. En fait, on a, par ignorance, selon moi évidemment, assimilé les deux parties qui sont distinctes. On a considéré que la partie reproductrice, c'est-à-dire chez l'homme, on a considéré l'homme qui est plus facile, que l'ovaire a considéré. Dans le testicule, dans la glande masculine, il y a effectivement les canaux séminifères, c'est-à-dire les éléments cellulaires qui fabriquent les gamètes mâles, les spermatozoïdes. Et on a considéré que cette glande génitale était ordonnée à la génération, puisqu'il y avait effectivement ces gamètes qui sont déterminants et qui nous permettent de nous reproduire. Mais voilà, il y a dans les interstices de ces canaux séminifères un tissu conjonctif de soutien avec des cellules, c'est connu en physiologie bien entendu, sauf qu'on ne connaît pas la finalité même, exacte en tout cas, de ces cellules de Leydig qui sécrètent la testostérone et la folliculine chez la femme. Et ces cellules de Leydig sécrètent donc cette hormone dont le docteur Jean Gaultier dit qu'elle est absolument incontournable, indispensable pour l'équilibre humain. Cette glande génitale interstitielle, en réalité... L'équilibre du corps, mais l'équilibre aussi de l'esprit. Bien entendu. Cette glande génitale qui fait problème depuis si longtemps, en fait, elle ne fait même pas problème puisqu'on a passé complètement sous silence ses qualités, ses prérogatives, sa finalité même. On a trop vite assimilé, encore une fois, cette glande à la glande reproductrice. En réalité, c'est deux choses différentes. Pour le montrer rapidement, si on fait par exemple une coupe, et vue au microscope, une coupe testiculaire chez un animal, malheureusement, on a fait ces opérations qui ne servaient certainement pas à grand-chose. Cependant, là, peut-être qu'elle a montré quelque chose d'intéressant. Et on a constaté que chez un animal en état de rut, les canaux séminifères en question sont hypertrophiés. C'est normal, puisqu'il faut beaucoup de spermatozoïdes pour se reproduire. Mais on a constaté donc que, corollairement, la glande endocrine est atrophiée. La glande reproductrice, donc, prend toute la place que prendrait normalement l'interstitielle. On appelle ça l'interstitielle, l'endocrine, parce qu'elle est dans les interstices des canaux. Et quand on fait la même opération, mais alors chez un animal en état de repos sexuel, on constate exactement l'inverse. Il y a atrophie de ces canaux séminifères, c'est normal, et il y a hypertrophie de ces fameuses cellules de Leydig à testostérone. Quand le docteur Jean Gaultier a vu ça, il s'est posé quand même de grosses questions par rapport à ce qu'on disait de la génitale comme étant la glande de la reproduction. Il s'est dit, mais c'est plutôt une glande qui freine la sexualité animale, puisque au moment du repos sexuel, cette glande génitale s'hypertrophie. La logique veut que la glande génitale n'a rien à faire avec une quelconque influence directe, excitatrice de la sexualité. Et alors il s'est posé la question suivante.
Si chez l'animal, qui a un instinct, qui est dirigé par son instinct, l'animal n'est pas libre, chez l'homme, qu'en est-il? Il s'est dit l'homme est libre, l'homme possède aussi une génitale interstitielle. Est-ce qu'il n'y aurait pas analogie entre cette glande génitale interstitielle chez l'animal, qui est un frein, un contrôle sexuel, un contrôle pas libre, un contrôle automatique, un contrôle instinctuel, mais cependant, analogiquement, est-ce qu'elle n'aurait pas un rôle de freinage, de contrôle, à ce moment-là, libre, chez un homme, chez un être humain, contre, évidemment, un contrôle de quoi? De sa sexualité d'abord, bien sûr, mais aussi de toutes ses passions, de tous ses entraînements, de son être même. Et c'est ce que le docteur Jean Gaultier a essayé de montrer, et c'est tous ses travaux, en fait, il a vraiment mis à jour cette vérité fondamentale que la glande génitale est la glande du contrôle humain, finalement par extension, est aussi la glande de la volonté, de l'altruisme, notamment en passant la glande génitale chez un animal que l'on note alors que, mettons une chatte qui a ses mamelles gonflées de lait, si on enlève les ovaires, elle se détourne de ses petits. Ce qui a fait dire au docteur Jean Gaultier que la glande génitale ovarienne chez la femme est à l'origine physiologique de l'amour maternel, par exemple. Et quelle était la formation du docteur Jean Gaultier? C'était un endocrinologue? C'était un médecin. Alors, d'origine, il était stomatologiste. Stomatologiste. C'était un très grand observateur. Il a une histoire, mais enfin, rapidement, il est né avec un handicap, l'hypothyroïdie congénitale. En fait, c'est ça qui a été la chic note de son génie, parce que génie il y a eu. C'est un homme exceptionnel, étant handicapé, comment a-t-il fait pour se sortir d'affaire? Eh bien, tout simplement parce que, la providence aidant, évidemment, je pense, il a compris qu'il était atteint de cette maladie dès la 2e année de médecine. C'est-à-dire une insuffisance thyroïdienne. Thyroïdienne congénitale. Il s'est donné d'abord des extraits thyroïdiens à très très forte dose. Il a commencé à s'apercevoir qu'il avait de la mémoire, de l'adaptation, de l'émotion, ce qui était laborieux, très laborieux chez lui. Et ensuite, plus tard, dans les années 30, 32, 35, il s'est traité avec la fameuse darsonvalisation, ces fameux champs magnétiques extraordinaires qui l'ont véritablement transformé. Voilà. Il a pu dire aussi que cette darsonvalisation opérait une puberté artificielle, c'est-à-dire la stimulation de la glande génitale interstitielle. C'est en fait le but même de la puberté. On ne va pas tout dire ici, c'est impossible, mais la glande génitale interstitielle, en fait, est stimulée spécialement par la puberté. Et donc, logiquement, comme je viens de le dire, la puberté n'a pas pour but, si on définit quelque chose par sa finalité, eh bien, la reproduction. Le but même de la puberté, c'est l'équilibre humain, dit-il. Ce n'est pas la reproduction. La reproduction, c'est simplement le voyageur qui prend le train en marche parce qu'il y a une magnifique stimulation générale et il faut bien que cette fonction opère. Mais ce n'est pas le but. Et donc le but, c'est bien la stimulation de la glande génitale interstitielle. Alors en ce qui concerne effectivement ces insuffisances, on vient d'en parler, il existe des traitements spécifiques, des extraits glandulaires en particulier, de telle ou telle glande, mais ils ne font que suppléer la glande en question, si on a bien compris. Or l'important est que toutes les glandes soient en harmonie. Et pour rétablir cet équilibre, ou établir cet équilibre, donc le savant, le docteur Jean Gaultier, s'appuyant, vous venez de l'évoquer, sur les travaux du célèbre physicien d'Arsonval, a mis au point, et c'était vers 1930, cet appareil capable, par émission d'ondes électromagnétiques, de rétablir cette harmonie.